D'accord, tu peux y aller. Bonjour tout le monde. Je suis très contente de vous avoir dans notre série Ergo pour la formation des formateurs. Tout d'abord, je me présente. Je suis Fatem Zahra Miza. Je suis ergothérapeute, bientôt diplômée. En fait, le groupe Ergo, c'était une initiative de 7 finissants en ergothérapie à l'ISPITS Rabat. C'était surtout pour la promotion de l'ergothérapie, concrétiser la profession qui est émergente au Maroc. Dans le cadre de projets ergothérapie au service de l'autonomie des personnes en situation de handicap au Maroc, qui est issu d'un partenariat entre le ministère de la Santé, Handicap International et l'appui financier du gouvernement principal de la Principauté de Monaco, une série des webinaires ergo de la formation qui visent à faire la promotion du métier de l'ergothérapie et bien éclaircir les champs de travail de l'ergothérapeute. Et ça va mettre en évidence, comme je dis, le rôle de l'ergo dans divers domaines. Euh, pour la collaboration de Handicap International, j'aimerais bien les remercier en avant parce que déjà, ils ont soutenu dès le début avec une collaboration étroite la série des webinaires Ergo et le pouvoir de nous permettre d'organiser même la formation qui est pour nous une grande opportunité en plus. Euh, Handicap International avait aussi l'appui technique de la formation pour la première promotion et même pour ceux qui sont maintenant pour assurer tout ce qui est technique au niveau de la formation à l'ISPITS Rabat. Comme vous le savez, cette série de webinaires sera à propos de l'insertion professionnelle. Donc, le webinaire aura une structure comme suit. Tout d'abord, on va commencer par le contexte expérientiel. Et merci à M. Monsef Cherkaoui d'être parmi nous aussi aux autres partenaires, Youssef et Siham et Isabelle, si nous l'aurons après. Euh, donc, nous aurons tout d'abord, on va établir le contexte et après, on va parler un petit peu de la théorie, de l'ergo et l'insertion professionnelle et on s'ouvre après aux questions. Et, c'est tout. Je peux lancer la parole à Monsieur Monsef Cherkaoui et je vous remercie une autre fois d'accepter d'être parmi nous. Bonjour tout le monde. Merci Fatem Zahra pour me donner cette opportunité à travers ce webinaire de vous parler un peu, de vous présenter le contexte de l'insertion professionnelle, surtout des personnes en situation de handicap au Maroc, le contexte actuel et ses réalités. Je pense que voilà, c'est une très belle opportunité. Vous démarrez avec un webinaire sur l'insertion professionnelle qui est un sujet très important aujourd'hui au Maroc. Donc, je vais faire une petite projection. Je vais partager mon écran. Si l'animateur peut m'autoriser à le faire, Oui, comme ça, on va être plus. je vais vous mettre comme présentateur, juste un petit instant. OK, Donc, vous pouvez y aller. super. Donc, tout de suite, ça arrive. Hum, hum, Diapo du début. Hop, attends. C'est bon, c'est fait. Donc déjà, ce qui serait intéressant, c'est que je puisse commencer par présenter Handicap International pour ceux qui ne connaissent pas Handicap International, HI. Donc HI, c'est une ONG, donc c'est une organisation non gouvernementale qui est présente sur plus de 60 pays à l'échelle internationale et avec plus de 350 projets dans le monde. Nous avons fait deux modalités d'intervention, deux types de projets. On a des projets urgence. Donc, ce qu'on appelle des projets urgence, c'est des projets
où c'est des interventions urgentes auprès de populations touchées par des violences dans des zones comme des zones de guerre ou des zones de mines, etc. Un peu comme ce qui se passe en Syrie et en Irak. Donc, ça nécessite une intervention urgente. Euh, et puis, on a tout ce qui est projet de développement, donc un peu comme le Maroc, où on a ce qu'on pourrait appeler une certaine stabilité politique, économique et sociale. Et donc, on travaille au Maroc surtout sur le sujet du développement sur diverses thématiques. Nous avons par exemple l'ergothérapie donc en partenariat avec le ministère de la Santé. Donc la première promotion d'ergothérapeute au Maroc, c'est en 2020 et Fatem Salah en fait partie. On est fiers d'avoir contribué et participé à cette réussite, franchement. Mes collègues, Esther et Hassan, qui travaillent sur le sujet, je les vois en fait travailler avec beaucoup d'acharnement pour qu'on puisse voilà, avoir aujourd'hui des ergothérapeutes au Maroc, une première au Maroc. On a d'autres thématiques, donc l'éducation inclusive. L'éducation inclusive, qui est un sujet très important pour nous. Nous sommes pour une école inclusive au Maroc, incluant les enfants en situation de handicap. Et donc, on a des projets et tout un programme dans ce sens. Et puis, on a tout ce qui est renforcement de capacité, renforcement de la concertation entre les acteurs, entre la société civile surtout voilà, pour atteindre les objectifs et pour faire remonter un peu les obstacles et les barrières au niveau macro, au niveau des politiques. Et puis, nous avons tout ce qui est insertion professionnelle. Donc, moi, je suis chargé du volet insertion professionnelle et handicap international depuis 3 ans de cela, que ce soit l'auto-emploi ou l'emploi salarié. Donc, je pourrais rapidement après vous présenter, si on a le temps, rapidement les différents projets. Mais là, ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est surtout donc un peu donc, le cadre contextuel et juridique de l'insertion pro des jeunes, notamment des jeunes en situation de handicap au Maroc, et puis les réalités par secteur. J'ai réparti donc par rapport au secteur public, au secteur privé et à l'entrepreneuriat, qui sont les 3 volets d'insertion pro au Maroc. Et puis, si on a le temps par la suite, je pourrais présenter rapidement 1 ou 2 projets auxquels j'ai contribué dans la mise en œuvre. Donc, je vais commencer rapidement par le cadre juridique de l'insertion pro des personnes en handicap au Maroc. Donc, comme vous savez, au niveau international, le Maroc il est signataire de la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées depuis 2009. Cela veut dire que le Maroc, petit à petit, il doit s'aligner avec les différents articles au niveau de la Convention internationale sur les droits des personnes en situation de handicap. C'est pourquoi on voit, en fait, on est passé par pas mal de stades et aujourd'hui, on a une loi cadre, etc., qui régit un peu tout ce qui est handicap au Maroc. Au niveau national, donc on a la Constitution de 2011, donc, qui a été renouvelée en 2011 et qui consacre en fait le principe de non-discrimination et responsabilise les pouvoirs publics pour une inclusion des personnes en situation de handicap selon son article 34. Donc au niveau national, la Constitution dans un premier temps, consacre le principe de la non-discrimination, que la personne soit en situation de handicap, qu'elle soit de différentes ethnies, etc. Mais l'objectif, c'est de ne pas faire de discrimination, que ce soit au niveau du recrutement ou dans le maintien dans l'emploi. Et puis, la loi cadre, donc la loi cadre sur le sujet du handicap, 97-13, sur la protection et la promotion des droits des personnes en handicap. En fait, avant 2016, on n'était que sur la protection des droits des personnes en handicap. Depuis 2016, on est passé à la promotion des droits. Donc, c'est là où on a commencé plus à parler du droit à l'insertion professionnelle, du droit à la participation sociale, etc. Et les différentes politiques doivent aller dans ce sens. Le chapitre 4 parle et consacre ce droit, qui est le droit à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi. Donc ça, c'est un peu le cadre juridique qui existe en fait, qui encadre la situation de l'insertion professionnelle des personnes en handicap au Maroc. Par rapport au secteur public, là, je vais parler un peu plus nettement et donner un peu ma vision des choses et ce qui se passe réellement en fait. On a en fait un quota de 7% stipulé dans des circulaires ministériels. Donc 7% au niveau du secteur public. C'est-à-dire que si le Maroc qui ouvre des postes budgétaires, on va dire 40 000 postes budgétaires en 2021, ben il doit consacrer 7% de ces postes-là aux personnes en situation de handicap, c'est-à-dire à peu près plus de 2000 postes. Sauf que voilà, ce quota n'est pas souvent respecté. Là, c'est une grosse problématique. C'est que le quota au Maroc, il n'est pas toujours respecté.
on a un nombre très inférieur aux 2000, par exemple, dont j'ai parlé. Donc, on n'aura que deux chiffres, on va dire, au maximum par année. Et donc là, on a deux modalités. L'État, le gouvernement, il a ouvert une deuxième modalité qui est de consacrer en fait pardon, hop, consacrer des postes dédiés aux personnes en handicap annuellement. Ça a commencé en 2018, donc 40 postes en 2018 pour les personnes en situation de handicap, puis 200 postes en 2019. Et normalement, en 2020, on doit avoir 200 postes, mais on est bientôt à la fin de l'année et normalement, l'État doit sortir le concours très, très bientôt. Donc voilà par rapport au secteur public. Donc on a deux modalités. C'est soit le quota qui doit être respecté, qui n'est pas souvent respecté, c'est soit le concours unifié, donc un concours dédié aux personnes en handicap. On va dédier 50 postes, 100 postes, 200 postes pour des personnes en handicap annuellement. Par rapport au secteur privé, on a donc, en fait, au niveau de la loi cadre 97-13, normalement, il doit y avoir un cadre contractuel entre l'État et les entreprises qui va permettre de déterminer le pourcentage des postes d'emploi à réserver aux personnes en situation de handicap. Excusez-moi, si vous pouvez, il y a trois personnes en salle d'attente. Je ne sais pas si c'est Isabelle, peut-être qu'ils pourront nous rejoindre. Fatem Zara, Vous pouvez les confirmer, c'est c'est bon? Siam. Oui, s'il vous plaît, si vous pouviez les mettre les rajouter. Voilà, les rajouter. Merci. Nous nous excusons Non, pour non, ce pas de manque souci. de répit. Pas de souci. Euh, je vais peut-être. Donc, je peux continuer ou on attend qu'il puisse entrer Vous, vous pouvez continuer, elles vont Ok. parler plus tard. Ok. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, par rapport au secteur public, on en a parlé. Le secteur privé, donc au niveau de la loi cadre, on parle surtout d'un cadre contractuel entre normalement l'État et la CGEM, les entreprises, pour fixer un pourcentage de postes. Sauf que à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. C'est toujours une réflexion qui est portée par le ministère du Développement social, mais qui n'a pas encore abouti. Donc, concrètement, aujourd'hui, au niveau du privé, on n'a pas, des mesures d'obligation ou des mesures incitatives pour les entreprises afin de recruter et d'intégrer des personnes en situation de handicap. Donc nous, dans le cadre de nos projets, notamment le projet emploi handicap, notre seule porte d'entrée vers les entreprises, c'est la RSE, la responsabilité sociale d'entreprise, et où la volonté de l'entreprise, tout simplement, d'améliorer sa politique diversité, d'améliorer sa politique handicap parce qu'elle croit en cette potentialité, elle croit en la diversité et en l'apport que peut apporter au niveau lucratif même. Donc ça, c'est par rapport euh, au secteur privé. Donc, ce qui manque en fait au Maroc, c'est des mesures, on ne va pas dire d'obligation, mais surtout des mesures incitatives pour encourager les entreprises à recruter des jeunes en situation de handicap. Ça peut être, par exemple, on parle de l'ergothérapie, ça peut être des aménagements de postes financés, donc un fonds d'appui pour appuyer les entreprises à financer des aménagements de postes. Parce que pour vous le dire très honnêtement, aujourd'hui au Maroc, l'entreprise est là une rationalité économique. Elle cherche à optimiser au maximum ses coûts. Et donc, si les aménagements ne sont pas raisonnables en termes de prix, en termes de coûts, en termes de faisabilité, en termes de temps aussi, l'entreprise ne prendra pas de risque. Donc, si au moins, par exemple, l'État pourrait intervenir dans ce sens pour qu'on puisse avoir un fonds qui puisse appuyer à la fois l'intervention de l'ergothérapeute pour déterminer le besoin au niveau dans le milieu professionnel, mais aussi peut-être pour appuyer des financements de postes. Parce que je peux vous donner un exemple. Dernièrement, on a réussi à insérer un jeune en situation de handicap qui était malvoyant pour qu'il soit productif autant que les autres. Il avait besoin d'aménagement de poste qui était tout simplement un écran un peu plus grand et un adaptateur qui faisait reculer ou avancer son écran. Et l'écran, il devait avoir certaines caractéristiques avec une contraste et des éléments qui soient pour lui plus confortables. Donc, cette entreprise en l'accompagne, euh, sauf que quand ils ont envoyé la demande au niveau de leur service achat, c'est resté bloqué parce qu'il y a d'autres priorités, etc. Donc, on a dû intervenir à travers notre fonds qu'on met en place dans le cadre du projet pour financer cet aménagement de poste et ainsi faciliter la vie professionnelle de ce jeune pour qu'il puisse voilà, être plus à l'aise dans son travail et bien sûr être plus productif qu'avant parce qu'avant il avait certaines difficultés parce qu'il n'avait pas l'aménagement qu'il fallait.
Donc ça, c'est par rapport au secteur privé. Et on a l'entrepreneuriat. Donc, le volet entrepreneuriat, qui est un volet qui m'intéresse beaucoup parce que je travaille sur un sujet de thèse doctorale qui concerne le sujet de l'auto-entrepreneuriat au Maroc. Et donc, pour moi, c'est un sujet très important. Par rapport au handicap, donc, on a un fonds d'appui à la cohésion sociale qui est porté par l'entraide nationale. Donc, l'entraide nationale au Maroc, elle gère un fonds d'appui qui permet en fait de financer des projets, des AGR, ce qu'on appelle des AGR, des activités génératrices de revenus pour des jeunes en situation de handicap. Donc, parmi les problèmes en fait par rapport à ce fonds, c'est qu'il y a une certaine lourdeur administrative dans le traitement des demandes et que ça s'arrête en fait, concrètement, ça s'arrête au niveau du financement de la création d'entreprise. Ça peut atteindre jusqu'à 60 000 dirhams, donc c'est le plafond. Mais quand on donne l'argent, donc on compte la personne comme étant insérée, alors que le véritable enjeu, il commence à partir de la création. C'est les 3 premières années de la création de l'entreprise qui vont déterminer si elle va se développer, si elle va être pérennisée ou si elle va s'arrêter là. Donc, la majorité des AGR s'écroulent parce qu'il n'y a pas de post-accompagnement adéquat à leurs activités. Et donc, ça peut être un problème qu'il faudra traiter en fait au niveau de ce fonds de cohésion sociale. Aussi au niveau entrepreneuriat, donc on a d'autres services qui sont un peu pour les jeunes en général, toutes catégories confondues. Donc Maroc PME, plus sur le sujet de l'auto-entrepreneuriat. L'ODECO qui accompagne sur le sujet des coopératives. On a l'ANAPEC donc, qui accompagne sur tout ce qui est montage de projets, etc. On a la Fondation Mohamed V sur tout ce qui est financement. Et on a l'INDH, notamment la phase 3 qui va démarrer très bientôt. Au niveau voilà, qui va permettre aussi de financer cette dynamique, financer des projets entrepreneuriaux. Donc voilà par rapport à l'entrepreneuriat. Donc pour vous donner quelques statistiques importantes. Vous savez, au Maroc, donc, par rapport à la situation du Covid, aujourd'hui, donc, le taux de chômage il a augmenté, on est environ 12%, 12, je pense 6,7, un truc comme ça, d'après les dernières nouvelles. Sachant qu'on était à 10 avant le Covid. Et je pense que ça peut être même plus important que cela, vu les effets néfastes de cette crise sanitaire sur l'économie nationale. Donc, par contre, pour les personnes en situation de handicap, on peut dire que le taux, il est presque 6 fois supérieur au taux de chômage national, en fait. Les personnes en handicap, ils sont 6 fois plus impactés par rapport au chômage. Donc, ceci selon l'enquête nationale de 2014 sur le handicap. C'est la seule référence qu'on a parce qu'il n'y a pas eu d'autres enquêtes par la suite sur le sujet du handicap. Donc 2014, c'est la seule et dernière référence qu'on a à ce jour. Et puis, le problème aussi, c'est que pour les femmes, c'est encore pire. Sur ces personnes qui travaillent, par exemple, sur 10 personnes en situation de handicap qui travaillent, on a au moins une femme. On a principalement des hommes, donc 9, ce sont des hommes, et une, c'est une femme. Donc, on peut dire que le fait d'être en situation de handicap et le fait d'être femme, c'est une double discrimination envers ces catégories de personnes. Donc voilà quelques statistiques. Je ne sais pas si j'ai encore le temps pour vous parler rapidement d'un ou deux de nos projets ou je m'arrête ici et après on pourra échanger sur des questions-réponses. Fatem Zara, tu me dis comment vous voulez qu'on procède. Si vous pouvez parler dans 5 minutes. 5 minutes. Ok, pas de Oui. souci. Pas de souci. Je vais commencer donc rapidement par un projet que j'ai commencé à gérer quand j'ai intégré HI, donc, qui s'appelle Les femmes actrices de l'économie sociale et verte dans la région de Rabat Salé Kenitra. Donc depuis 2018 jusqu'à septembre, donc c'est un projet qu'on vient de clôturer. C'est un projet sur Rabat Salé Kenitra qui a ciblé en fait des femmes en situation de vulnérabilité, incluant des femmes en situation de handicap, mais surtout sur le volet auto-emploi, sur le volet entrepreneuriat. Donc, on a travaillé avec différents acteurs au niveau de RSK, les acteurs surtout associatifs et représentants de la société civile, pour identifier et mobiliser ces femmes, pour les sensibiliser, les former, présélectionner, donc les accompagner dans le montage de projets, présélectionner les meilleures idées de projets, et puis accompagner ces idées, accompagner ces femmes à les concrétiser.
Donc, on a, par rapport au projet, donc on a pu, sur 3 ans, accompagner plus de 83 femmes au niveau de la région RSK à concrétiser leur projet professionnel. Mais on ne s'est pas arrêté en fait à la création de l'entreprise, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on les a accompagnés, donc ce qu'on appelle le post-accompagnement, post-création. Donc, on les a accompagnés à développer leurs activités. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a mobilisé des professionnels métiers qui ont réussi. Par exemple, on prend l'exemple de la coiffure. Donc, on va prendre un coiffeur, par exemple, qui a réussi dans son domaine, donc qui a réussi dans le domaine de la coiffure et qui va encadrer, monitorer et suivre cette femme. Donc, il va se rendre, faire des visites, travailler avec elle un plan d'action et l'accompagner à développer ses activités. Je pense que ça, c'est une nouvelle pratique qu'on a, qu'on a en fait qu'on a fait sous format pilote, qu'on a essayé de tester sur la région de Rabassa et Kinitra, et ça a donné ses fruits puisque la majorité des projets à ce jour sont toujours actifs et continuent à développer leurs activités. Et puis rapidement, donc le projet emploi handicap, c'était 3 volets. Volet entreprise où on propose à l'entreprise on lui propose une offre d'accompagnement dans le cadre de sa politique handicap, donc soit pour formaliser sa politique handicap ou pour l'améliorer si elle est déjà existante. Donc, on a accompagné une dizaine d'entreprises au niveau de la région RSK. Et puis, en fait, nous, ce qui est intéressant ici, c'est que on ne parle pas recrutement-placement dès le début avec l'entreprise, mais on lui fait un diagnostic, on sort ses points forts, ses points d'amélioration par rapport au handicap, et après on établit un plan d'action, et c'est justement à la fin qu'on lui parle du recrutement et qu'on commence à lui proposer des profils, bien sûr en concertation avec les associations partenaires. Donc, ça a permis en fait l'insertion d'une quarantaine de jeunes en situation de handicap au niveau de la région RSK depuis le début du projet. Et un deuxième volet un peu plus sur l'ANAPEC, où on accompagne en fait l'ANAPEC à rendre inclusif ses services. On a commencé donc avec 5 agences pilotes au niveau de la région RSK, et donc c'est tout un accompagnement sur leurs divers offres de services pour qu'ils puissent les rendre plus inclusives envers les jeunes en situation de handicap. Il y a eu aussi tout un travail par rapport à ces 5 agences sur le volet accessibilité. On a eu un petit budget qu'on a consacré sur l'accessibilité physique déjà pour accéder à l'agence parce qu'on avait des agents d'insertion qui devaient accueillir, par exemple, un jeune en mobilité réduite qui était en chaise roulante et ils devaient l'accueillir à l'extérieur de l'agence parce qu'il n'y avait pas l'accessibilité qu'il fallait. Donc, on a intervenu dans ce sens, mais aussi dans le sens de l'accessibilité des services et on continue à accompagner l'ANAPEC à améliorer la qualité de ses services. Et le troisième et dernier volet, pour m'arrêter là et après on verra par rapport aux échanges s'il y a des questions, c'est le volet plaidoyer. Donc nous, en tant que HI, on se positionne en tant que facilitateur pour la société civile et pour les différents acteurs de l'emploi, afin d'échanger, de relever les besoins, les obstacles et de les rapporter en fait à un niveau plus macro, au niveau des politiques publiques, au niveau des parlementaires, etc. Donc ça, c'était un troisième volet par rapport à ce projet. Donc voilà, grosso modo, par rapport à mon intervention, et je serais ravi de répondre aux questions et aux remarques par rapport à cette intervention-là. Merci, Fatem Zahra. Je vous remercie, Monsieur Monsef. Juste une petite chose, si vous pouvez rajouter les gens qui sont à la salle d'attente Ah, ou, c'est ou moi de... qui dois les ajouter ou Je pense que oui, vous avez la main. Ah bon? Ah, je ne Oui. savais pas. Ou de Ok, passer la main à le compte Ergo ou à mon compte. ok, je ne savais pas. D'accord, je suis en train de les accepter. Tac, tac, tac. Hop, admettre. Chose faite. Merci. Pas de souci. Comme vous avez signalé beaucoup de points très intéressants par rapport aux missions de HI, je pense que Youssef a une question. Oui, Youssef. Oui, salam alaikum. Comme salam, Alhamdulillah. Je suis Youssef, je suis ergothérapeute. عاد كيف تخرجنا دابا المهم لي برومي ergothérapeute marocain. مشرفين خويا. مشرفين شكرا سي منصف على البريزونطاسيون فريمون كانت زعما فيها ما يتفاد. كنشكروا اشي حتى هي على هذه المبادره هذه اللي دارت سواء معنا حنايا سواء مع كاع لي بيرسون سي منصف كنشوفوا
بزاف نتاع واش عندي ليكو ولا عندك ما كنسمعش مزيان. Attends, je vais voir كيفاش si كتسمعني مزيان دابا oui دابا مزيان. Allez. اوكي السي منصف كنشوفوا دابا بني بزاف نتاع كما كنقولوا لي زيتابليسمون دو بروتيكسيون سوسيال كيديروا دوك لي ميتي كيكونوا شويه كلاسيك فهمتيني استاذ سيتادير كيديروا جارديناج كويزين باتيسري بحال هكا كوافور خياطه شويه نتاع البيغلاج الاخر وابخي كيهضروا على اون انسيرسيون بروفيسيونيل المهم سوا بور لي بيرسون اللي هما عندهم واحد لا موبيليتي ريدويت ما نبغيش نقول موبيليتي ريدويت ولكن كحنا كاملين موبيليتي ريدويت غير تفد عليك رجلك ولا شي حاجه فوزيتو موبيليتي ريدويت دونك بالنسبه لهاد الناس هادو واش ما كتشوفش منصف باني الا بغينا نهضروا على لانكلوزيون بروفيسيونيل خصنا نهضروا من كما كنقولوا من لا باز حتى الفوق من تحت كما كنقولوا بوتم اب سيتادير من القرايه ولا التكوين ديال دوك الناس اللي غادي يكونوا هذوك لي بيرسون اون سيتياسيون دو هانديكاب حتى نوصلوهم لونتربريز ولا كاع ليطا علاش لا دونك سي منصف انا اللي كيبان ليا باني لا بليبار نتاع هاد لي ميتي اللي كنسميهم انا دي ميتي كلاسيك اللي هو اي واحد تيديرهم لحقاش ممكن حتى واحد خارج من الستة نفس القضيه كيدخل تكوين مهني تيلقى لا ميم شوز دونك واش حيت كنبغيو حنا زعما نقترحوا هاد لي ميتي واش كناخذوا كونسيديراسيون لي كاباسيتي نتاع هذوك لي بيرسون اشنو يقدروا يديروا اشنو ما يقدروش يديروا اشنو هو الوسط فين غادي يخدموا واش كنوجدوهم لهذا الشيء ولا ديما كنخدموا في ذاك لونفيرونمون اللي كيكون شويه بروتيجي لقاش لا بليبار الا شفنا كما قلتي قبيله تيبين ذاك لو طون تاع لي بيرسون اللي كيدخلوا انهم يخدموا ولا انهم يتانكليو بروفيسيونيلمون كيكون ديما طايح ديما ما كيكونش واصل لواحد لو بورسونتاج اللي هو ساتيسفيزون دونك السؤال تاعي سي منصف هو شنو هي كما كنقولوا ممكن ولا كمنظمه غير حكوميه انتم اشنو هما لي استراتيجي نتاعكم باش انكم تطلعوا على دوطخ سيكتور نتاع لاكتيفيتي ساشون كو الاخر حتى الملتي ميديا حتى لي ريزو سوسيو بدينا كنشوفوهم لي بيرسون سيتياسيون دو هانديكاب باغ اكزومبل اليوتيوب كتلقى بيرسون سيتياسيون دو هانديكاب سيتادير المهم دي بيرسون اللي عندهم مشكله نتاع لا تريزومي كيكونوا دايرين دي شين في اليوتيوب على اساس انهم يطلعوا لي فيو عارف بان هذا السيكتور هذا ولا شويه كيدخل كنلقاوهم في سناب شات تلقاوهم في الانستغرام تلقاوهم في تيك توك دونك هذا الشيء كامل راه ماشي ولكن علاش انهم الناس مشاو ديريكت لهذه القضيه هذه لحقاش انا جوج حوايج بالنسبه سورتو لي ريزو سوسيو جوج حوايج عندي فيهم مشكل هو لا بروميير شوز ممكن يكون واحد الطريقه نتاع السعايه كما كنقولوا شوفوا هاد لا بيرسون راها مريضه راه كذا طن 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 لا دوزيام شوز هي كما كنقولوا كيستغلوهم ناس اخرين كيصوروا بهم دي فيديو مما غادي يجعلهم عرضه للتنمر يعني بولين يعني غادي يخرجوا عليهم دي دخول يخرجوا عليهم الاخر يبداو فهمتي كيفاش دونك هاد لي شوز هادو كمنظمه غير حكوميه ولا كاع قطاع حقوقي ولا الاخر شنو هو الدور نتاعكم في الحمايه نتاع الاشخاص لحقاش هما كما كنقولوا هو لحقاش لونطوراج ديالو ولا الحياه ديالو ولا داكشي اللي كيعيش كيضطروا انه خصو يجيب واحد حيت كما كنقولوا كيقلب على طرف الخبز دونك اون فوا تيلقى واحد لوبورتونيتي بحال هكا وكيتعارض الاخر هكا زعما كانكم زعما واش كانت زعما الفكره اللي عندكم من بعد ولا لا شكرا اسمح لي شكرا لا سي اون انترفونسيون تري انتريسونت سي يوسف انا نجاوبك نيت بالدارجه ان فيت باسكو حنا ديجا كمنظمه غير حكوميه حنا normalement on n'intervient pas directement auprès des bénéficiaires. يعني حنا تنخدموا مع des associations partenaires اللي هما كيخدموا directement avec les bénéficiaires. Par contre c'est très intéressant parce que حنا انا في le projet que j'ai pu gérer entrepreneuriat, il y a eu principalement des métiers classiques mais les femmes. Pourquoi? Parce que généralement c'est des femmes analphabètes, des femmes qui sont en situation, ils ont été violences. Il y a eu des situations de violence par rapport conjugale avec leur mari, des femmes qui sont en situation de pauvreté. Donc يقلبوا على أي حاجة pour dépanner. Donc حنا en fait par rapport au نهضر معك deux volets. Volet entrepreneuriat sur les métiers classiques, خدمنا على deux choses. خدمنا على
هاد les femmes شنو كيعرفوا يديروا دونك كتجي عندك une femme اللي en situation très difficile en situation de pauvreté ما des fois ما عندهمش الترونسبور باش يجيو يحضروا ديك لا sensibilisation هذه وكتشوف باللي tu dois intervenir urgemment pour sauver la situation donc شنو كدير شنو درنا c'était un projet très court donc فين خدمنا على les points forts ديال هاد la femme par exemple كتجيك une femme اللي كتعرف دير شويه de la couture donc كتبازا على هذه باش كتخدم على la couture sauf que احنا خدمنا بارابور لي فورس ديالهم يعني هذه كدير لا كوافور خدمنا وباغا دير لا كوافور دونك كاين دو شوز كاين كتعرف دير وباغا دير باسكو حنا اون امبوز با لو شوا تيبقى توجور ديال لا بيرسون السيد بغى يخدم في اون انتربريز من حقه بغى يدير لونتربرونور من حقه ومن حقه يختار ليدي دو بروجي ou le métier اللي بغا. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est qu'on l'accompagne par rapport aux points forts d'ILHA à créer son activité génératrice de revenus. Par contre, ce qu'on encourage, c'est la différenciation. D'accord? On sait qu'il y a des secteurs classiques qui ont une forte concurrence, une très forte concurrence. Les couturiers, par exemple, aujourd'hui, avec le Covid, ils ont vraiment بزاف اللي سدوا. En plus de ça, il y a une concurrence بيناتهم. Donc, ce qu'on fait, c'est que on les accompagne avec le post-accompagnement. Il y a 2 ans, les 2 ans de démarrage du projet, on les accompagne à se différencier par rapport à la concurrence. À se différencier comment? Par exemple, une jeune femme à mobilité réduite qui a créé un centre de cours de soutien. Donc, elle a dit les cours de soutien, soya, etc. C'est quelque chose qui موجود كتمشى كل شويه كتلقاها s'entraîner, etc. Donc, elle a une concurrence très acharnée. Donc, on l'a accompagné en fait à se différencier par rapport à la concurrence. Ou شنو دارت par exemple دارت un partenariat مع واحد l'entreprise هي كاينه في سلا دارت un partenariat مع واحد l'entreprise في الرباط باش يبقاو يدير les enfants tout ce qui est robotique, nouvelles technologies, etc. Et ça avait très bien démarré parce que c'était la seule au niveau de Salé qui proposait ce genre de service. Donc, on est pour, en fait, les métiers classiques, on peut pas dire نحيدوهم. C'est bien énorme, c'est juste que il doit différencier et trouver des moyens de se différencier par rapport aux autres pour s'accaparer de sa part de marché. Par contre, par rapport à l'emploi salarié, nous, notre stratégie en tant que HI, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un gros décalage les entreprises ou le marché du travail. D'accord? Au niveau des compétences, les entreprises mettent les compétences adéquates à leurs besoins. D'ailleurs, Sa Majesté le Roi, il en avait parlé, je pense que c'était en 2018, ils ont lancé tout un chantier pour adapter l'offre à la demande. Donc, en fait, au niveau macro, au niveau du Maroc, aujourd'hui, il y a un gros décalage l'offre d'emploi et la demande d'emploi. En tant que HI, notre stratégie par rapport à l'emploi handicap, par rapport au projet, c'était quoi? C'était de partir des besoins des entreprises. Donc, à chauffer les secteurs, le secteur de la relation client, tout ce qui est centre d'appel, etc. Mais on s'est approché d'eux, mais dans le diagnostic donc et on le sait, ils recrutent principalement des conseillers. Après, c'est principalement du recrutement interne. Donc, la compétence demandée, c'est quoi? C'est la langue, la communication dans la langue française et bien sûr tout ce qui est soft skills, life skills, etc. Donc, on a les besoins d'elles, مشينا تنفورميو تنادابتيو هاد les besoins au niveau du marché du travail parce que ما تلقاوهمش. Donc, on a fait des formations, on a accompagné sur les soft skills, life skills, etc. On a placé des personnes. Donc, à chaque fois, on se retrouve en train d'adapter l'offre à la demande plutôt à l'offre. Et ça, c'est une problématique qui est structurelle dans le Maghreb qui concerne tous les jeunes les jeunes du Maghreb كاين هذا le problème de l'inadéquation وداك le volet اللي هضرتي عليه ديال un peu enfin faire de la charité, utiliser son handicap pour gagner la pitié d'Yelnas au niveau par rapport au e-commerce et tout ça. Nous, on est contre, c'est pas notre stratégie. Nous avons pas une approche charitable, mais nous avons plutôt une approche axée sur les droits. Un jeune en situation de handicap, s'il a des compétences en termes de e-commerce et qu'il peut les valoriser et qu'il peut les utiliser pour gagner de l'argent, nous, on encourage ça. C'est juste que ça doit se faire dans un cadre, bien sûr, formalisé. Sinon, les métiers classiques aussi, dont vous avez parlé, c'est aussi et surtout au niveau de, par exemple, au niveau des milieux protégés, le SIAT, etc., où nous avons des jeunes en situation de handicap intellectuel ou mental qui sont insérés dans les milieux protégés, ou type donc les milieux protégés, des métiers classiques, jardinage, cuisine, etc. En fait, par rapport à ça, on reste toujours sur l'approche choix, c'est-à-dire que le jeune, il a le choix de faire ce qu'il veut, mais on est contre le fait qu'il y a des milieux protégés.
يبقاو بحال هكذا. Nous, on est pour le fait que les milieux protégés soient des tremplins vers le milieu ordinaire, l'entreprise ordinaire. Donc, حنا ما فيها باس إلا الواحد غادي يدوز في un milieu protégé في الأول pour être encadré, pour être formé, pour être préparé, ou après il dose le milieu ordinaire. C'est ce qu'on encourage au niveau de notre stratégie, où c'est vrai que malheureusement, à ce jour au Maroc, on reste tout ce qui, ça reste orienté pour cette catégorie de personnes, les jeunes en situation de handicap mental intellectuel, ça reste orienté sur des métiers principalement classiques, بحال la cuisine, jardinage, كاع داكشي اللي هضرتي عليه قبيله. Par contre, si on voit un peu d'autres pays comme le Canada ou le Hadi, c'est des jeunes qui peuvent travailler dans des banques, dans du service, et ils ont des potentiels, ils ont du potentiel à montrer en fait. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, si Youssef, c'est que كاين هذا المشكل هذا ديال l'inadéquation entre l'offre et la demande, ou كاين هذا l'orientation, surtout sur le sujet du handicap, de l'orientation vers les métiers classiques principalement. Mais nous, on est contre ça du fait que quand on oblige le jeune à faire de l'orientation, on est contre ça. Mais si c'est un choix et il est passionné par ça, on est tout à fait d'accord et on soutient ce genre d'initiative. J'espère que j'ai pu répondre à votre question, Sius. Oui, لا وي شكرا مسيو منصف فريمون زعما هادشي اللي قلتي فيه الاخر زعما كاين المنطق غير الاخر اللي اثرني هو حيت كنهضروا على او نيفو استراتيجيك سيتادير كنشوفوا غنهضروا من بعد على لا بيرينيتي نتاع داك لو سيرفيس اللي غيدير هذيك لا بيرسون سيتادير انا ندير معها دابا اون فورماسيون غادي نقريها غادي ندير فوالا طاق est-ce qu'on va créer l'opportunité je sais pas car aussi qu'il y a la concurrence et tout ça donc كتكون واحد لا كونكورونس وي غادي نديفيرسيفيو هذاك لو برودوي غادي نديروا واحد ميثود جديده غنديروا واحد ديزاين جديد شي حاجه جديده مي كاين واحد المشكل اللي عندنا في المغرب اللي هو التنقال كينقلوا عباد الله فهمتي هذا الشيء راه بارتو سواء في هذاك الدومين تاع التجاره سواء في الدومين تاع الانتيليكتويال لا اي دومين كاين نقل دونك دابا هاد لا بيرسون هذه اللي هي en vulnérabilité, c'est-à-dire soit quand une situation d'handicap ou tout type de vulnérabilité, oui. ou la pauvreté ou la lican. Donc, la personne هذيك une fois غادي نكريو ليها هذيك l'opportunité ولا هذاك الاخر غتخدم به واحد 3 شهور 4 5 دونك طن غيخرج واحد السيد كما كنقولوا مول الشكاره غادي يجيب واحد السيد حداها طن غادي يديرها لو مارشي علاش غيطيح الثمن بزاف د الحوايج لحقاش هو ما عندوش داك لو بيزوان اللي عند هذيك السيده فهمتي استاذ دونك هنا فاش كنهضروا على الاخر كنهضروا على لا بيرينيتي نتاع لاكومبانيومون سيتادير واش ما كنلومو حتى شي اورغانيزاسيون لا الاورغانيزاسيون خدمتها راه كديرها فهمتي كما كنقولوا في الحدود نتاع داكشي اللي كتقد عليه لاقاش حتى هي ملزمه بقانون لاقاش كاين قانون كينظم الخدمه ديالها هي دونك اي منظمه غادي تحاول انها تبدل هذيك الوضعيه سواء بالنسبه لي بيرسون سيتياسيون دو هانديكاب لا فقط يعني بالنسبه لهاد الناس هادو واش زعما نتوما انا بغيت الراي الشخصي نتاعكم ونيفو نتاع لا كومبانيومون واش كاين كما كنقولوا هذيك المواكبه وحيت كنهضروا على المواكبه ما كنهضروش على المواكبه حتى ننجحوا ماشي كننجحوا لو بروجي لحقاش كما في المغرب ماشي في المغرب ولكن في اي دوله من دول العالم الثالث اون فوا كننجحوا 3 بيرسون 4 بيرسون صافي كنعمموا كنديروا بحال دوك لي زيتود بيلوت كناخذوهم وكنعمموا لحقاش المغرب ماشي هو الرباط ماشي هو الدار البيضاء ماشي هو قنيطره ماشي هو فاس اتفق معك فهمتي كاين كما كنقولوا كاين المغرب وكاين المغرب العميق لحقاش فاش كنجيو نهضروا لحقاش بكم واحد الطرافاي كان عندي مع واحد البيرو ديتود كنت كنمشي للاخر الميليو رورال كنت كنمشي كنوصل تقريبا حتى الجبال ديال الريف كاملين الجبال ديال الاطلس سيتادير كتشوف دي بيرسون اللي مازالين كيتضربوا مع غير لي بوزوان فوندامونتو بحال مازال كيتضرب بغى يجيب الماء مازال كيتضرب ما عندوش الضوء كيدير غير باتري ولا كيشعل شمعه مازال راه حنا في 2021 غندخلوا ليها ان شاء الله ومازالين الناس ما كيشربوش الماء من الروبيني ما عندهمش الاخر كيضرب تماره في الاخر ان فطح الشتاء بواحد الكميه اللي هي بزاف كتقطع عليه الطريق وهذا راه المعقول هذا زعما كما كنقول الواقع هو بالنسبه لي فاش كنت كنمشي لعندهم وكيكون عندهم غير اون بيرسون اللي اتانت دو تريزومي 21 اش تيقولوا ما تعرفوش شنو هو واحد النهار كنت في واحد الدوار كيستو عليه السيد الاخر عنده ولده في تريزومي 21 كيهضر معايا المقدم تيقول لي مسكين هذاك السيد راه عنده واحد الولد شويه هبيل كنمشي قلت له شنو عنده مشيت عنده شنو لقيت الدري عنده تريزومي 21 اشنو كيديروا لهذاك الدري شنو هي الفونكسيون تاعو وباغ الاخر كما كنقولوا واخا داك الشيء كيديرها مزيانه شنو هي
عاطينو كيسرح البهايم حاشاك فهمتي مي كيديرها بواحد الطريقه اللي هي نيت هي هذيك بحال تقول اللي بروغرامي باش يدير هذيك لا فونكسيون هذيك لوكوباسيون كيديرها فهمتي وسمح لي كنهضر معاك شويه الاخر لا سي لا رياليتي جو واش تو لا افي داكور رياليتي فوالا غير دابا نتوما كتخدموا افيك لانابيك لحقاش حتى كاين حتى واحد لو فولي اخر اللي هو انت واش ممكن انا واحد لا بيرسون سيتياسيون دو هانديكاب تاح لها الفرصه نتاع لونتربرونيا فهمتي لحقاش كنعرفوا لي كريتير اللي خصهم يكونوا الضمانات اللي خصهم يكونوا باش انك تاخذ ديك لا كارت نتاع اوتو انتربرونور سورتو مع لا بونك فواي دونك كاع هاد لي كيستيون هادو كاملين علاش حنا هذه بالنسبه للهانديكاب مونتال انتيليكتويال اللي كتهضر لي عليه دابا بحال بيرسون تريزوميك حقاش بارابور ا سا كاين لو بروبليم ديجا ديال لو فيد جوريديك اون فيت دابا لو بروبليم الكبير سي ديك لا كاباسيتاسيون جوريديك ديال هاد لو جون واش من حقه ديجا يسني ولا ما يسنيش تيكون لو توتور كيدخل في هاد القضيه هذه وهذا سي ان غرو بروبليم في المغرب وي متفق معاك لحقاش كاين المشاكل نتاع الزواج كاين المشاكل نتاع بزاف د الحوايج دونك نخرجوا حنا من هذا النطاق هذا غير كنقول لك استاذ لا حتى في لونتربرونيا وي بيان سور علاش لحقاش كيقول لك باغمي لي كونديسيون اللي كيكونوا في الكونطرا كيكون العقل فهمتي سيتادير باش انه يجي غير لي فون اللي غنعطيوه يجي غير هذيك القضيه اللي كيدير فهمتي لا دابا اون فيت انا نعطيك غير بارابور لهاد القضيه هذه شنو تيكون سي كو ان جون باغ اكزومبل تريزوميك غنقولوا ان جون تريزوميك تيديروا له والديه الحجر عند جوج دونك تيولي باه ولا مو تيكون لي توتور عليه دونك حتى الا بغى باغ اكزومبل بحال دابا لو فون دو كوهيزيون سوسيال ديال لونتري ناسيونال غادي يمشي يدفع لو دوسي سي لو توتور ديالو هو اللي غيتحكم في كل شيء هو اللي غادي يسني هو اللي فهمتي يعني بحال لا تيولي لو توتور تينوب عليه في كل شيء حتى في لا جيستيون ديال الباتريمون ديالو دونك هذا en fait qu'il y a le vide juridique c'est-à-dire que qu'il y a aujourd'hui des jeunes en situation de handicap mental et intellectuel qui n'ont pas besoin انهم يعني يقدروا يديروا هما يديروا لو بروجي ديالهم داكور سون بور اوتون اتر امبليكي لو توتور يعني ما يتامبليكاش لو باتريمون ديالهم كاين تسمى الكوراتيل كاين تسمى توتال حنا في المغرب عندنا هاد لومبيغويتي ما عندناش الامور واضحه او نيفو جوريديك اي ا سو جور ما يمكنش ان جون ان سيتياسيون دو هانديكاب يسني هانديكاب مونتال انتيليكتوال يسني ان كونترا دو ترافاي سو في لومبلوا سالاري ولا يدير باغ اكزومبل ستاتيو دونتربرونور ولا شي حاجه باسكو ما عندوش ديك لا كاباسيتاسيون جوريديك فهمتيني دونك هذا مشكل انا متفق عليك هذا مشكل كبير وحنا في البليدويي راه في البليدويي كنحاولوا اننا نهضروا لا سوسيتي سيفيل يحاولوا يهضروا على هذا لو سوجي هذا باش يكونوا دي شونجمون باسكو سا دو كومونسي او نيفو جوريديك يعني تعطى لو دروا عاد نقدروا نخدموا الفولي هذا ديال لا كاباسيتاسيون جوريديك ديال لي جون اوكي واش بغيت الراي ديالك قول لي وي غير واحد السؤال فاطمه الزهراء On pourra le laisser à la fin نخليوه للاخر parce que déjà كاينه la contrainte de temps اوكي صافي اوكي نجاوب فيت فات على هذا لو بوين اللي يهضر عليه ولا rapidement دونك بالنسبه لاكومبانيومون انا اللي بغيت نقول لك يوسف انا متفق معك كاين دو شوز متفق معك في لو بوست بحال دابا غناكومبانيو حنا شنو لا لوجيك سي كان اكومبانيو المشروع ينجح متفق معك انت كتقول لي خص اكومباني لو جون راه ملي كتاكومباني المشروع ينجح راه لو جون راه داخل في البروسيسوس داكور شنو هو لو ديليم ولا نقولوا في هاد لا سيتوياسيون سي كوا سي ديما كنرجع لديك القضيه ديال لو شوا الا انا ان جون ان سيتوياسيون دو هانديكاب كتعجبني باغ اكزومبل جو دير لا كويزين كتعجبني لا كويزين داكور باغي ندير المشروع ديالي في لا كويزين داكور انا يعني لو شوا ديالي حنا شنو كان ديفيرون بروجي هذا لو جون باش ينجح في المشروع ديالو ويوصل داكور الا كان امبوزي هذاك لو شوا يعني هاد لا كاتيجوري دو بيرسون لا ما يصلحوا حتى حاجه نديروا لهم غير هذه متفق معك حنا اوني كونتر سا باغ كونتر في هاد لي ميتي كلاسيك يا دي بوسيبيليتي انا نقول لك امثله عندنا واحد السيده في قنيطره سيتياسيون هانديكاب اون لا اكومباني في الخياطه بدات في الخياطه شويه بشويه دونك سي ان ميتي كلاسيك وهي اللي سيتياسيون هانديكاب بدات غادا شويه بشويه الا في عندها لو سافوار فير تبارك الله عندها ديك لو ريزو لا كونستروي لو ريزو اكسيتيرا ولات هي داكور ابري 2 ans داكومبانيومون ولات هي مخدمه معاها 4 ولا 5 العيالات داكور دايره دي زاتوليي ومخدماهم معاها وكتخدم مع دي غروس ولات هي غروسيست كتفورني على المنطقه ديال قنيطره دونك نجحات في المشروع ديالها مالغري لو فيت انه ستا ميتي كلاسيك داكور يعني نخليو انا بور كلوتور البلان غير شو تو افي داكور افيك فو ما خصهاش لورينتاسيون تكون ديما في دي ميتي كلاسيك الا كانوا كاين دابا لي نوفيل تكنولوجي اكسيتيرا يفو انكوراجي تو سا اون تو افي داكور مي سي لا بيرسون elle fait هذاك لو شوا ويلي كونفانكو بهذاك لو شوا نخليوها تمشي في ذاك الاتجاه ونعاونوها باش توصل لذاك الاتجاه سي تو بور بارابور لهذا البوان. Merci beaucoup, Monsieur Mansef. Vraiment une discussion riche.
On pourra aborder d'autres points si tu veux bien, Youssef, après, à la fin. Maintenant, je passerai la parole pour la deuxième partie, le volet théorique de l'ergothérapie et l'insertion professionnelle. J'aimerais bien remercier Madame Isabelle d'être parmi nous et je laisse la parole. Je pense que son micro est désactivé. C'est bon ou pas? Oui. C'est tout bon? Oui, c'est Vous bon. m'entendez ou pas? Oui, Oui, on vous entend bien. très bien. Bienvenue parmi nous, Madame Isabelle. Bonjour à tous. Je crois qu'il y avait Siam aussi qui voulait intervenir en même temps que moi. Ouais, Oui. on pourrait faire, on pourrait faire en même temps si vous voulez. Pas de souci. Tu commences, Siam, pour présenter un petit peu et puis je rajoute des choses s'il y a des choses qui manquent. D'accord. Alors, Bonjour. bonjour, je m'appelle Siam et je suis ergothérapeute diplômée ici au Maroc. Je suis désolée, j'ai pas pu voir la participation de Monsieur Monsef. Je pense que c'était vraiment très intéressant. Mais bon, je pense que notre part, moi, Isabelle, c'est par rapport à l'ergothérapie et l'apport de l'ergothérapie dans l'insertion professionnelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le concept de handicap est vraiment majeur dans l'ergothérapie. Alors l'ergothérapeute, avec sa vision qui est systémique, écologique et bien sûr en accord avec le bénéficiaire, on va tenter ensemble de trouver des solutions adéquates pour que l'individu ait le maximum d'autonomie et d'indépendance et surtout en se focalisant plus sur la situation qui est handicapante que le handicap lui-même. Ce professionnel-là va être amené à investir dans des milieux qui sont moins biomédicaux, de sortir de l'hôpital pour aller découvrir l'école, l'habitat, le travail. Et, et malheureusement, je ne vais pas dire malheureusement, mais bon, au Maroc, il y a toute une prolifération de législation, des associations, des dispositifs mis en place qui prouvent la bonne volonté du Maroc, mais le fossé entre cette ambition et la réalité persiste encore. Et, du coup, je vais passer au plus profond un petit peu de ce qui est l'ergothérapeute et de le rôle de l'ergothérapeute comme levier à l'insertion socio-professionnelle, mais pas que professionnelle, parce que l'occupation est, par sa complexité, a de multiples facettes qui touchent à la fois à la dimension physique, sociale, psychologique, émotionnelle et même spirituelle. Donc, d'emblée, elle est fondamentale à la vie quotidienne. Et puisque l'ergothérapeute est un professionnel de santé qui promeut l'occupation à tout âge dans la vie, à tout âge dans la vie qui a été perturbé par exemple par une maladie, une dépendance, bien tout simplement les effets du vieillissement, ce professionnel-là va analyser la situation handicapante et va tenter de trouver des solutions adéquates pour que la personne ait le maximum d'indépendance, comme je l'ai souligné. Et du coup, le principal but de l'ergothérapeute est d'accompagner la personne à organiser et réaliser les activités qui donnent sens à leur vie, c'est-à-dire les habiliter à faire partie des activités de la vie quotidienne. Donc, son intervention dans ce qui est le processus professionnel est logique et ça découle d'un continuum. Et, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un petit peu plus complexe que ça. Parce que pour être un travailleur compétent, la personne doit savoir gérer les activités de la vie quotidienne, c'est-à-dire les activités qui sont orientées sur les soins au corps propre et les activités instrumentales de la vie quotidienne, les activités orientées vers les interactions avec l'environnement.
On avait fait un mémoire où on s'est plus intéressé sur les personnes déficientes intellectuelles, le parent pauvre de notre société. Et d'après les écrits scientifiques qui traitent les axes d'action de l'ergothérapeute pour améliorer le devenir professionnel, on pourra regrouper pour contourner les érudits. On pourra dire que l'ergothérapeute va analyser le poste de travail pour l'aménager, l'environnement, la temporalité, les adaptations, les outils spécifiques. On pourra aussi travailler sur tout ce qui est soutien et relationnel. On pourra évaluer la personne elle-même pour qu'elle soit plus compatible aux exigences du travail. On pourra, bien sûr, en travaillant sur les apprentissages. Et bien sûr, on pourra aussi modeler l'occupation pour qu'elle soit plus accessible à la personne. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Madame Isabelle? Alors, au niveau de l'ergothérapie, je pense que c'est bien. Effectivement, si on veut amener un projet d'insertion professionnelle au bout, il y a l'analyse de la situation de handicap, comme Siam l'a bien décrite, c'est-à-dire de passer d'une vision biomédicale à une vision plutôt sociétale, avec la prise en compte de l'environnement du bénéficiaire. Ça, c'est très bien, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et quand on va aller dans un projet d'insertion professionnelle, il va falloir aussi analyser la situation de travail. Parce que la situation de travail, ce n'est pas simplement de réaliser une tâche. Là, vous parliez tout à l'heure dans l'échange de la cuisine. La cuisine, c'est pas simplement faire la cuisine, c'est pas simplement couper des légumes, les faire chauffer et préparer un plat. Quand on va faire un métier qui relève de la cuisine, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça nécessite des notions d'organisation, de collectif de travail, d'anticipation sur un certain nombre de tâches. On a aussi effectivement des ambiances de travail qui sont très particulières. Et tout ça, il faut en tenir compte parce que ça peut représenter des obstacles à l'insertion de la personne avec une déficience. Donc, si on veut avoir un projet réellement qui puisse aboutir, il faut avoir une vision extrêmement précise de ce qu'est la situation de travail et de ce qu'est la situation de handicap pour trouver comment on va pouvoir adapter et compenser ces différentes situations. Donc, ça va être, comme l'a dit Siam, l'ergothérapeute va pouvoir préparer le bénéficiaire à la situation de travail, mais ce sera possible que si elle connaît exactement la situation de travail. Pour préparer un plat, il faut d'abord faire des commandes, il faut savoir dans quel ordre on le prépare, quel temps de cuisson il y a énormément de choses à mémoriser, savoir si on va déléguer certaines tâches avec d'autres, si on va travailler tout seul ou à plusieurs, et ainsi de suite. Il y a toute la présentation aussi avec le client qu'on va servir ou qui va être exigeant. Il y a plein d'aléas qu'il va falloir gérer au moment où on va le réaliser, c'est-à-dire qu'il va falloir s'adapter à des situations qui ne sont pas forcément prévues au départ. Donc, avec une personne qui a par exemple une déficience intellectuelle, peut-être que sa capacité d'adaptation et de réorganisation va être compliquée. Donc, tout ça, il va falloir l'analyser, être au courant pour pouvoir le prévenir. Et pour mener à bien ce projet, il va falloir sortir de l'institution où il va être préparé et le mettre, ce qu'on appelle en milieu ordinaire, et l'accompagner aussi dans ce milieu ordinaire avec les vraies contraintes qui sont liées à la situation de travail. Je ne sais pas si ça vous complète et si ça vous convient comme présentation. Madame Isabelle? Oui. Même si j'avais fait mon mémoire sur l'insertion professionnelle et l'apport de l'ergothérapie dans ce domaine-là pour les personnes déficientes intellectuelles, Oui. et d'après la phase explorative, j'avais remarqué que même les éducateurs spécialisés n'avaient pas vraiment la même vision que nous.
Oui, alors l'intérêt je pense que le plus de l'ergothérapeute, c'est qu'il est à cheval entre le sanitaire et le social. C'est-à-dire qu'il va à la fois prendre en compte la déficience de la personne sur le côté purement médical, mais il va analyser aussi tout ce qui est environnement et situation de travail. C'est ce plus qu'a l'ergothérapeute, c'est se faire le lien entre le monde sanitaire, les institutions et le monde réel du travail ou de la vie quotidienne. Hein. L'ergothérapeute va faire ce lien entre les deux. Oui. Aussi parce que l'ergothérapeute sort du milieu sanitaire, puisqu'il a accès au domicile de la personne, à la vie de la personne, peut aller dans le monde du travail. Donc il va avoir connaissance de tous ces environnements que peut-être l'éducateur spécialisé. Là, je ne connais pas comment c'est réellement organisé au niveau du Maroc, mais peut-être qu'il manque ce lien entre la structure sanitaire et justement la réalité du monde du travail, qui a des exigences qui ne sont pas forcément décrites quand on va parler du poste. On va parler du poste de travail, on va parler de tâches, mais en tant qu'ergonome, quand on parle de la situation de travail, on va parler de l'activité, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne va mettre en jeu pour réussir à atteindre son objectif. Vous comprenez la différence? Oui, oui, C'est bien pas sûr. simplement une description de tâche, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est l'analyse de toutes les interactions, des ambiances de travail et surtout de la gestion des aléas. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas prévu par la fiche de poste, comment la personne va pouvoir s'adapter aux changements organisationnels, aux imprévus. Voilà, on prépare à manger, finalement on a mis le feu un peu trop fort, ça crame, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous avez une personne qui a une déficience intellectuelle, le fait que ça sorte finalement de ce qui est prévu va pouvoir le mettre dans une situation extrêmement compliquée et il va sûrement ne pas être en capacité de se réorganiser et de trouver la solution pour atteindre quand même son objectif. Et ça va être la panique. Si ce n'est pas anticipé, ça va être la panique. Et lui, si c'est la panique, il n'est pas tout seul sur son poste. C'est bien ça la grosse difficulté. C'est que si lui est en difficulté, ça va mettre en difficulté les postes en amont et en aval. Donc il y a un gros travail aussi à faire autour de la préparation des autres personnes qui interviennent avec lui dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il va falloir expliquer à ses collègues, ses futurs collègues, aussi sa situation et de mettre en place peut-être des systèmes d'aide et d'accompagnement au sein même de l'entreprise. Oui, carrément. Ouais, je pense que là, il va falloir faire vraiment des efforts sur ce qui est de la coordination continue et permanente entre l'association et le terrain de stage. Parce que vraiment, les apprenants rencontrent des situations, pas, je voudrais pas dire sur handicap, mais bon, qui n'améliorent pas la situation parce qu'ils sont toujours face à une vision qui est stigmatisante, surtout pour les personnes déficientes. Je vais parler juste des personnes déficientes intellectuelles parce que c'est le sujet de mon mémoire. Mais je pense que si on commence à faire des séances d'éducation thérapeutique, pourquoi pas, pour les personnes qui vont accueillir ces apprenants, impliquer surtout la famille dans le processus aussi. Ouais, voilà, c'est aussi un bémol que j'avais soulevé dans. Ouais. Tu as complètement raison, Siam. Ouais. La grosse difficulté, c'est finalement la perception qu'on peut avoir de la personne. Qu'est-ce qu'elle va nous renvoyer? C'est-à-dire qu'effectivement, une personne déficiente intellectuelle, elle va nous renvoyer cette image elle n'est pas capable de faire grand-chose, en fait. Elle va être capable de faire que, finalement, des postes qu'on aura choisis pour elle. D'où, on va choisir des postes. Voilà, la cuisine, c'est bien pour les personnes trisomiques. Ça convient bien, il y a des réussites par rapport à ça. Ou du jardinage, ou ceci. Voilà, parce qu'on a des idées toutes faites, mais on n'est absolument pas dans l'analyse des capacités de cette personne. Et surtout dans l'analyse de ce qui va pouvoir être facilitateur ou obstacle. Parce que quelle que soit finalement la déficience, déjà, elle est très variable d'une pathologie à une autre, mais vous allez avoir plein
plein de personnes qui auront une déficience de type trisomie 21 qui n'auront absolument pas les mêmes capacités. Et en fonction de l'environnement dans lequel elles vont se trouver, leurs capacités seront extrêmement différentes parce qu'il va y avoir des facilitateurs ou des obstacles. Et l'intérêt n'est pas en fait de savoir qu'elle est trisomique 21, l'intérêt est de savoir quelles sont ses capacités, comment on peut les améliorer en travaillant et sur l'environnement et aussi sur de l'entraînement, de la rééducation et ainsi de suite. Oui, Si c'est possible, j'aimerais si je peux rebondir, rentrer- Fatem Zahra, si c'est possible. Oui, bien sûr. Merci. Alors, Merci juste, Isabelle, si vous merci Siam. pouvez parler un tout petit peu doucement, parce que tout à l'heure, je n'ai pas tout compris dans ce que vous Ok, disiez. ouais, c'est vrai que je parle rapide. C'est Ok, je ça, vais essayer de ralentir, sinon vous me faites des fois des petits rappels. ça marche. En fait, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire, Siham et Isabelle. Moi, j'aimerais juste apporter un peu des éléments contextuels qui vont dans ce sens aussi, en fait, parce que nous, dans le cadre de l'accompagnement des entreprises, on a accompagné une entreprise, on a démarré avec un diagnostic, et dans le cadre de ce diagnostic, on a interviewé donc les différentes parties prenantes, c'est-à-dire la santé au travail, les RH, les délégués du personnel, etc. Donc, pour avoir une approche un peu transverse et une situation un peu transverse de l'entreprise. Et cette entreprise, elle était dans le secteur de la grande distribution. Et en parlant du handicap mental, en fait, ils ont eu une expérience avec des jeunes en situation de handicap mental qui venaient du CIAT, du Centre d'insertion qui relève du CNMH au Maroc. C'était 5 jeunes en fait qu'ils avaient recrutés en tant que stagiaires, mais ils avaient une mauvaise expérience parce qu'il n'y avait pas l'environnement adéquat, il n'y avait pas l'intervention peut-être de l'ergothérapeute ou l'ergonome. Et donc, c'est-à-dire, il y avait deux mondes différents des jeunes qui étaient dans un espace protégé, qui ne se sont jamais passés à l'ordinaire pour voir comment ça se passe. Et vous avez des travailleurs ordinaires qui travaillent au niveau de la cuisine. Et donc, il y a eu ce choc et ça s'est mal passé. Et à travers cette mauvaise expérience, ils se sont dit, on ne travaille plus sur le sujet de l'inclusion des jeunes en situation de handicap. Donc, nous, on essayait de comprendre le pourquoi. Donc, il n'y avait pas une sensibilisation avant des collègues. Donc, il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas préparées avant qu'on puisse parler d'insertion. Donc, c'est pourquoi moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'intervention de l'ergothérapeute aujourd'hui au Maroc, elle est très, très importante. Elle peut apporter beaucoup de valeur ajoutée parce que souvent, on retrouve des entreprises qui jugent l'inaptitude du personne parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des alternatives, qu'il y a des moyens d'aménager le poste à ce jeune et que ce jeune peut être productif que les autres si on lui fournit les aménagements nécessaires. Je prends aussi l'exemple de la déficience visuelle. Nous avions un jeune, j'en ai parlé d'ailleurs au début, un jeune qu'on venait d'insérer au niveau d'une entreprise de la relation client, qui avait donc les compétences qu'il fallait, donc la maîtrise de la langue, etc., les soft skills, life skills, mais il était en difficulté dans son poste parce qu'il n'avait pas l'aménagement nécessaire. Il était malvoyant, il avait besoin d'un écran un peu plus grand et d'un contraste plus adapté, il avait besoin d'un réadapteur pour reculer ou avancer son écran. Et donc, vu qu'il n'avait pas cet aménagement, donc il était un peu en difficulté. Donc l'entreprise nous a contactés, on leur a dit que voilà, il va falloir l'intervention d'un spécialiste et puis de déterminer les besoins et de lui aménager le poste. On a fait intervenir un spécialiste en accessibilité numérique qui a déterminé les besoins à ce jeune. D'ailleurs, lui aussi, il est en situation de handicap. Donc, il a proposé des aménagements. Et c'est passé au niveau du service achat de l'entreprise, mais c'est resté là-bas parce que pour l'entreprise, ce n'était pas une priorité. Donc, déjà, j'ai parlé aussi de l'État, peut-être dans ce sens-là, elle peut intervenir à travers un fonds d'appui à l'aménagement de postes parce qu'au Maroc, il n'y a pas aujourd'hui des incitations ni d'obligations pour une entreprise de recruter un jeune en situation de handicap. Et l'entreprise, elle a toujours cette rationalité économique qui est d'optimisation des coûts. Alors, j'entends complètement. Alors, il y a toujours effectivement le problème financier qui peut apparaître quand on négocie un aménagement particulier pour la personne en situation de handicap. Là où on peut intervenir et ce qui peut être extrêmement intéressant, c'est finalement de se dire que si la personne en situation de handicap a besoin d'un aménagement, peut-être que finalement, si on se penchait sur la question du poste de travail des autres intervenants, peut-être que finalement, ça faciliterait aussi le travail des autres intervenants. C'est-à-dire que finalement, l'insertion d'une personne en situation de handicap peut être l'occasion de regarder à nouveau
l'activité des autres personnes, de remettre en discussion la personne en situation de handicap en lui mettant un matériel qui lui est propre, se dire que finalement, il peut peut-être faciliter la vie et augmenter, que ce soit un écran un peu plus grand parce que lui est malvoyant, peut-être que finalement, même ceux qui ne sont pas malvoyants, ils trouveraient un certain confort et joueraient en même temps de la prévention par rapport à des futures pathologies d'acuité visuelle ou de maux de tête ou ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de faire une démarche d'insertion va permettre en fait de se reposer la question de est-ce que tout est bien organisé et fonctionne bien pour permettre une meilleure productivité. Et du coup, ça permet d'ouvrir le dialogue à autre chose que simplement une stigmatisation de la personne. Et en plus, ça permet aussi de l'intégrer au sein d'un collectif de travail, ce qui n'est pas toujours simple, parce que la personne en situation de handicap, elle peut être pointée finalement comme celle qui, excusez-moi l'expression, mais qui prend un peu la tête et qui réduit et qui ralentit la production. C'est ça aussi, oui. Voilà. On va la stigmatiser comme ça. Alors que finalement, si on arrive à associer tous les acteurs de l'entreprise à une démarche collective, on n'a plus du tout cette stigmatisation et tout va être fait pour que la personne elle soit réellement intégrée et non pas placée là dans un coin parce que ça fait bien d'avoir une personne en situation de handicap, mais réellement dans un processus de changement et d'intégration. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous, Isabelle. D'ailleurs, par rapport aux jeunes dont je parlais, une fois qu'il a eu l'aménagement, il a été plus productif qu'avant et il a montré ses compétences. Et donc, je pense que c'est très important, c'est un sujet très important. Mais je reste toujours méfiant en fait par rapport parce que les entreprises en fait, et là je parle des grosses boîtes au Maroc, les multinationales, les grosses boîtes, tu as toujours en fait, ce volet optimisation des coûts. C'est-à-dire que l'aménagement de poste dont je vous ai parlé, ça nécessite 200-300 euros. D'accord? Ce n'est pas grand-chose. Mais tu as toujours ce blocage. Peut-être qu'au niveau RH, il y a cette bonne volonté. Et vous en avez parlé, ça doit être une démarche transversale. Mais au niveau du service achat, par exemple, peut-être que c'est là où les gens ne sont pas sensibilisés à la priorité, à l'importance de cet aménagement. Alors, là, vous touchez à un point purement ergonomique, mais même sans parler des personnes en situation de handicap. Pour tout le monde. C'est l'éternel problème de la productivité et de la santé qui sont mis finalement en équilibre. Donc, il faut réussir à prouver qu'en investissant sur peut-être du matériel, on va gagner en productivité. En productivité, c'est ça. C'est ce qui est vrai en plus. Quelqu'un qui est mieux à son travail, on va prévenir des effets sur la santé. Donc, avec une durabilité au poste, on va limiter les arrêts de travail, donc on va gagner en productivité. Mais c'est du coup indirect. C'est ça qu'il faut mettre en évidence. C'est-à-dire qu'au niveau de la balance, ce sera peut-être pas directement dans 15 jours après qu'il y aura le matériel qui va être installé que le chiffre d'affaires va augmenter. Mais si on fait un calcul à plus long terme, on va se rendre compte qu'il va y avoir une diminution des arrêts de travail qui coûte extrêmement cher. Parce que même si il n'y a pas de prise en compte. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au Maroc, mais dans les grandes entreprises, elles sont peut-être sur un schéma similaire à ce qui se passe en Europe. Mais il va y avoir une compensation. Il va falloir remplacer la personne. Il va falloir lui réapprendre le travail. Donc, dès que vous avez une nouvelle personne qui arrive, on lui réapprend le travail. Ça coûte en termes de productivité. Oui, je suis d'accord. De toute manière, si on veut faire bouger et faire réagir et faire acheter du matériel, il faut jouer sur la corde sensible qui est la productivité et pouvoir le prouver. Et pouvoir le prouver. Mais ça, à prouver, c'est très facile en fait. C'est très facile. Il faut venir sur place, faire 2-3 relevés et vous vous rendez compte que c'est assez simple à prouver. Je pense que Youssef a quelque chose à nous ajouter. Non, là j'aimerais juste ajouter le fait que je pense que là, ces dispositifs-là seront plus efficaces pour d'autres types d'handicap que les personnes déficientes mentales. Parce que ils sont stigmatisés dès le début. Et sur le plan juridique, ils sont même pas, je pense même pas qu'ils sont mentionnés. Et même s'il y a même si le Code du travail comporte des dispositions relatives à la protection des travailleurs en situation de handicap, il n'en contient
aucune qui interdise la discrimination pour l'accès à l'emploi, Tout à fait. qui est pourtant très fréquente. Et donc, même s'il désire accéder au travail, il reste vraiment le parent pauvre de ce processus-là. Et je pense qu'ils sont toujours à la marge, qu'ils sont toujours discriminalisés voilà, dès le début comme ça. Et c'est pour ça qu'ils restent, qu'ils restent dans ce cercle vicieux où ils ne pourront pas vraiment sortir de l'association qui est le talon d'Achille, si je puis dire, de leur processus d'insertion professionnelle. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait pas, qu'il faudrait plutôt commencer par des actions de sensibilisation. En ce qui concerne les personnes de situation d'handicap intellectuel, par exemple, j'avais entendu parler du O-Day Challenge, qui a pour objectif l'organisation d'une demi-journée de travail en binôme entre stagiaires en situation de handicap et une personne active. D'ailleurs, on l'a organisé au Maroc. Ouais. C'est vrai? Ouais, on l'a organisé au Maroc avec Citel. Donc, c'était sur Casa, sur Rabat et sur Fès. Donc, il y avait plus de 90 jeunes en situation de handicap qui ont passé une demi-journée avec des collaborateurs de cette entreprise et ils ont vu concrètement comment ça se passe. D'ailleurs, il y avait des jeunes c'était pour eux la première fois où ils voyaient, où ils mettaient les pieds dans une entreprise, mais c'était pour tout type de handicap, ce n'était pas que le handicap mental. D'accord. Ouais. Mais en fait, juste pour rebondir sur ce point rapidement, les barrières, comme vous avez dit, je suis tout à fait d'accord, la non-discrimination, on l'a au niveau de la Constitution depuis 2011, mais on n'a pas des décrets d'application, on n'a rien qui formalise le fait d'entraver et de discriminer en fait au Maroc. Donc aujourd'hui, c'est une vraie problématique. S'ajoute à cela le contrat de travail en fait. Le contrat de travail, les personnes en situation de handicap mental ou intellectuel au Maroc n'ont pas le droit de signer parce qu'il y a toujours cette capacitation juridique, il y a toujours le tuteur. Donc l'entreprise, aujourd'hui, si elle veut recruter au Maroc un jeune en situation de handicap mental, il y a déjà la première barrière pour moi, c'est le contrat. Donc, est-ce que l'entreprise, elle va signer avec le tuteur? Parce qu'aujourd'hui, c'est obligé d'avoir un tuteur au Maroc. Donc là, c'est vraiment un grand travail à faire sur ce vide juridique qui existe dans le cadre législatif marocain par rapport à cette catégorie-là. Moi, je voulais juste rajouter parce que j'ai commencé à travailler un petit peu dans ce monde, si je peux dire, d'insertion professionnelle. Et le problème que j'avais autant qu'ergothérapeute, parmi les enjeux, c'était même les directeurs des associations. Parfois, ils limitaient le champ du travail ergothérapeute en limitant les personnes, les bénéficiaires dans certains domaines. Par exemple, la cuisine, j'avais des personnes qui me disent non, on ne pourrait pas mettre une personne ayant une trisomie dans la coiffure, même s'il veut, ou dans l'informatique. Parce que pour eux, non, l'attitude sociale, c'est que si on c'est met impossible. une personne, les personnes, ils vont avoir peur d'une personne trisomique parce que ça apparu dans... Oui, et il y avait des personnes avec beaucoup de potentiel et des capacités qui pourraient faire plein de choses que la cuisine, que le jardinage, mais il y avait toujours ce blocage. Et c'était un rituel comme une roue qui est déjà là implantée. Pour ça, moi, je pense que je ne sais pas comment Handicap International peut intervenir à sensibiliser d'abord les associations qui font l'insertion professionnelle. Ouais. En fait, par rapport à ce point, c'est vrai, ça rejoint ce que disait tout à l'heure Youssef, qui est, voilà, on case les personnes en situation de handicap mental sur tout ce qui est métier classique. Et c'est un peu la réalité aujourd'hui au Maroc. D'ailleurs, le CIAT, le Centre d'information d'aide par le Centre d'insertion et d'aide par le travail, sur Salé, si on voit les métiers existants pour cette catégorie de personnes, donc on a le jardinage, on a la cuisine. C'est principalement ça, le jardinage, la cuisine, et la poterie. le service, un peu tout ce qui est, voilà, il y a aussi la poterie et tout ce qui est service un peu pour les préparer au métier de l'hôtellerie, etc. C'est un peu ces 3 ou 4 métiers qui existent au niveau du CIAT. Pourquoi? Parce que c'est vrai que voilà, par rapport au Canada, par exemple, c'est autre chose.
On retrouve des jeunes au niveau de la banque, au niveau donc, dans d'autres métiers de services. Et au Maroc, on cherche, on stigmatise cette catégorie de personnes et on les met, on les place, on les oriente sur des voies par obligation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Fatima Zahra, sur ce genre de métier. Sauf que nous, notre démarche HI, déjà, c'est vrai, la réalité, elle est là, mais c'est de commencer à réussir déjà, parce que là, on a ces jeunes dans le milieu protégé au niveau de ces associations, au niveau de ces CIAT, mais ils ne sortent pas de ce milieu. Par exemple, le CIAT, ils sont formés au niveau du CNMH. Et donc, normalement, ils sont formés au niveau du CNMH, ils vont exercer le métier au niveau du CIAT, ils doivent passer à l'ordinaire, ils doivent passer à l'entreprise. Aujourd'hui, on a ce blocage. Le CIAT, il continue à encadrer ces jeunes dans ce milieu protégé qui reste fermé. Et on a des jeunes qui sont formés au CNMH qui n'ont pas de place au niveau de CIAT. Donc là, c'est une vraie problématique. Déjà, nous, par rapport à ce sujet précisément, on veut travailler déjà sur le passage du protégé à l'ordinaire et réussir un peu des success stories dans ce sens. Et après, bien sûr, au niveau stratégique, bien sûr, c'est d'ouvrir le maximum de métiers à tout le monde parce que ce n'est pas parce que tu es en situation de handicap mental que tu es obligé de travailler sur 2 ou 3 métiers. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi aussi, je Mais mettais l'hypothèse, est-ce que les associations, ils rendent les personnes comme leur petit bébé, c'est-à-dire il a 13 personnes en formation, en insertion professionnelle. Si ces Mhm. 16 personnes auront un poste à l'ordinaire, l'association va fermer, il n'y a Il va personne fermer. là. Ouais. Pour certaines associations, c'est possible. Parce que des fois, tu retrouves, voilà, où ils vont te dire, voilà, on a des éducateurs spécialisés qui travaillent ici, etc. Donc, si on perd ces jeunes, c'est-à-dire qu'on va faire faillite. Tu peux retrouver ce genre de choses. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais là, l'exemple, par exemple, que je donne du CIAT, c'est un peu le contraire. C'est que là, le CIAT, il veut faire passer ces jeunes au niveau de l'ordinaire, mais il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens parce que peut-être qu'au niveau de l'encadrement, peut-être que déjà, il n'y a pas d'ergothérapeute au niveau du CIAT. Donc, c'est déjà ça une problématique aussi qui peut permettre d'améliorer la situation. Donc, franchement, il faut voir ce sujet de différents angles. Et franchement, je pense que si on réussit un peu déjà à ouvrir la porte à ces jeunes qui sont dans ce milieu protégé, à ouvrir la porte vers l'ordinaire, je pense que ça ouvrira plus le débat sur le sujet des métiers, des différents métiers, etc. Métiers je possibles, je veux pense dire. qu'effectivement, vu qu'il y a déjà une démarche qui est mise en place, Mm. il faut sauter sur l'occasion et peut-être effectivement au départ se limiter à l'existant. Voilà, Déjà que exactement. l'existant fonctionne. Effectivement, pour l'instant, c'est très frustrant de se dire qu'ils sont Mm. limités à ce genre Ouais. d'activité. Mm. Mais si déjà ça fonctionnait dans ce type d'activité, Tout à fait. ça permettrait de déplacer un petit peu le regard Mm. et Mm. surtout de se dire ils sont capables de quelque chose. Mm. Déjà, on en est là parce qu'on part de Mm. très loin. Là, déjà, il faut faire accepter qu'ils sont capables finalement Mm. d'occuper un poste rémunéré, reconnu. Donc, il faut déjà partir de ce qui existe, de ce Mm. qui est mis en place, Mm. avant d'ouvrir sur d'autres thématiques. Tout à fait. Effectivement, hein, je suis complètement d'accord avec vous, c'est très frustrant de se dire qu'on on va les concentrer sur la cuisine, le jardinage et ainsi de suite. Mais finalement, il faut utiliser ce qui est déjà existant parce que vous n'avez pas Mm. énormément de moyens. Ça manque encore de lois pour organiser tout ça. Donc, utilisez ce qu'il y a sur place. Mm. Faites en sorte que ça fonctionne. Du coup, Mm. ça servira d'exemple pour ensuite être reproduit auprès de d'autres activités professionnelles. Et après, l'ouvrir effectivement sur la coiffure, sur l'informatique. La coiffure, c'est encore une autre problématique. Mm. Dès qu'il y a une relation avec le client, quand je parle de coiffure, mais ça pourrait être autre chose, mais dès Mm. qu'il y a une relation avec le client, il y a toute l'image que la déficience renvoie, Mm. la trouille, quoi. Je veux dire, une Ouais. personne trisomique, ça se voit. Mm. D'accord? Tout à Donc fait. ça fait peur aussi. Tout ce Mm. qu'on ne connaît pas fait peur, hein, de toute Mm. manière. C'est pas forcément par méchanceté ou quoi que ce soit, mais c'est Mm. surtout par méconnaissance. Mm. Donc il faut utiliser ce qui existe pour faire un exemple, pour montrer que ça fonctionne, pour Mm. ensuite, à mon avis, l'ouvrir et l'élargir à d'autres professions. Tout Il à faut fait, je suis utiliser ce qui est complètement déjà d'accord. mis en place. Parce que vous ne pouvez pas Complètement d'accord. partir de zéro. Oui, je suis d'accord. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un de l'audience a des questions? Euh, Euh, Oui, Moi, en fait, j'aurais une question en particulier. Donc, Monsieur Cherkaoui, vous avez parlé du Canada puis des interventions qu'on en faisait. Moi, étant ergothérapeute au Canada, justement, un des modèles d'insertion professionnelle, c'est justement des insertions, je parle ici principalement en santé mentale,
de l'insertion sur le site de travail. Donc, sur le site de l'emploi, nous amenons la personne en situation de handicap à participer directement avec les collègues dans une situation réelle. Est-ce que, considérant le contexte marocain, vous avez parlé d'un vide juridique, est-ce que ça serait un modèle qui serait possible selon la culture, les manques, les ressources manquantes et justement le vide juridique que vous avez parlé? Pardon, est-ce par rapport au fait qu'il exerce au niveau du site, mais contractuellement parlant, comment ça se passe en fait? En fait, Ouais. c'est souvent en période c'est des stages, donc des périodes de stage à durée déterminée. Ils peuvent être accompagnés, mais ils ne sont pas, et c'est pas sous un modèle de mentorat. Donc, en fait, ils sont souvent accompagnés par l'intervenant même qui peut venir passer. En termes administratifs, je pourrais pas vraiment vous D'accord. Parce que, en fait, moi, le problème dont je parle, c'est surtout le côté administratif ou le contrat. Est-ce c'est signé avec qui? C'est-à-dire, est-ce que c'est signé directement avec le jeune ou avec son tuteur? Tu vois, c'est un peu ça la problématique, en fait. Mais quand vous dites jeune, si par exemple, on parle d'un individu qui a 18 ans et plus, donc Oui. un adulte, par exemple, il serait jumelé à un ergothérapeute dans ce cas-ci qui ferait la prise en charge et le suivi, s'assurer de pouvoir faire une approche plus communautaire avec les membres de l'équipe professionnelle. Mais en termes de tuteur, c'est un adulte à part entière. Donc, en termes de contrat, je pense que ce serait avec le client même, le patient même, pardon. Oui. Voilà, avec la personne embauchée, avec le stagiaire directement. Exactement. C'est un peu, c'est un peu ça le débat aujourd'hui au Maroc, c'est sur ce sujet-là. C'est que le contrat, que ce soit un contrat de stage ou un contrat de travail direct, est-ce qu'il est signé directement avec le jeune, par exemple, le jeune stagiaire dont vous avez parlé au Maroc, c'est pas possible. Par exemple, au Maroc, tu auras là, par exemple, le CIAT dont j'ai parlé tout à l'heure, ils ont travaillé sur un modèle de contrat où il y aura 4 parties. Il y aura le stagiaire, d'accord? Il y aura le centre, le CIAT, il y aura le tuteur du stagiaire et il y aura l'entreprise. Donc, c'est 4 parties qui signent ce contrat. Donc, parce que, voilà, la personne, le stagiaire, il n'a pas le droit au Maroc de signer un contrat parce sa capacité juridique, elle est réduite. Donc, c'est un peu ça le problème. Par contre, le principe, il est très intéressant. Le fait d'avoir des stages avec un ergothérapeute qui va suivre, etc., c'est un peu l'approche qu'on essaie un peu c'est un peu notre perspective, en fait, par la suite sur ce sujet-là. C'est qu'on puisse trouver déjà une réponse au contrat. On est en train de travailler avec le CIAT dans ce sens et avec une avocate qui vient d'ouvrir ce dossier pour trouver un contrat qui soit valable juridiquement parlant. Et par la suite, ça va être des stages. Donc, tout à l'heure de la grande distribution, ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché parce que voilà, il n'y avait pas un ergothérapeute qui faisait le suivi. Il n'y avait pas l'accompagnement peut-être de l'association sur un volet un peu plus social. Donc, il n'y avait pas ce travailler ensemble entre l'entreprise et différents acteurs, y compris l'ergothérapeute, pour réussir cette expérience. Et comme l'a dit tout à l'heure Isabelle, pour montrer que c'est possible et ouvrir la porte à d'autres jeunes. C'est ce qui manque au Maroc. Pour moi, par rapport à ce sujet-là, le handicap mental ou intellectuel, ce qui manque au Maroc, c'est qu'on n'a pas des success stories qui montrent que c'est possible. Même sur des métiers comme la pâtisserie, la cuisine, etc. Tu as toujours des milieux protégés, des associations. Mais le problème, c'est qu'il faut montrer que c'est possible dans le milieu ordinaire pour ouvrir la porte à d'autres jeunes et aussi ouvrir le débat sur ce vide juridique dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord, merci. Et peut-être juste voir... Isabelle, en fait, ma question, c'est savoir justement, connaissant le rôle de l'ergothérapeute et sachant ses limites, ses barrières, si je peux dire, quel serait notre rôle en tant qu'ergothérapeute, justement, pour les nouveaux gradués, je parle ici, donc la nouvelle cohorte au Maroc. Comment est-ce qu'ils pourraient faire face à ces obstacles et y répondre pour promouvoir l'insertion professionnelle? Alors l'ergothérapeute, en France, il est limité par rapport à une question de légitimité puisqu'il n'a pas le droit d'intervenir en entreprise. Mais au Maroc, je ne crois pas qu'il y ait cette limite-là. L'ergothérapeute, de par sa formation et sa vision systémique et d'analyse de la situation de handicap, il est prédisposé à aller analyser l'entreprise. Okay. Puisque finalement, la situation de travail est très proche de l'analyse de la situation de handicap. Donc, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est de prendre en compte tous les déterminants de la situation pour voir comment
il va pouvoir mettre en place un environnement qui va aider la personne. Donc, c'est aussi tout ce qui va être le matériel existant qui va pouvoir apporter une aide, tout en tenant compte des contraintes de l'entreprise. Parce qu'il ne suffit pas de dire, bah, tiens, pour telle personne, il va lui falloir tel matériel. Il va falloir aussi tenir compte des différentes contraintes de l'entreprise. D'accord, je comprends. Mais l'ergothérapeute, il est formé, quoi. Je sais que moi, l'année dernière, j'ai été formée des étudiants ergo à Rabat, justement sur cette thématique. Ouais. Sur l'analyse de la situation de travail pour comprendre comment on peut prendre en compte toute la réalité du travail. Et comment on peut faire ce lien et comment on peut préparer au mieux les personnes à cette réalité. D'accord. Je comprends. Oui. Merci. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore une autre question? Oui, فاطمة الزهراء، أنا واحد مداخلة قصيرة الله يجزيك بخير. Ok. بالنسبة عندي جوج أسئلة، كاين وحدة لمسيو منصف ووحدة لمدام إيزابيل. Pour madame Isabelle, merci pour la présentation et les explications. Ce qui concerne l'inclusion professionnelle, il y a toujours, comme on dit, deux intervenants. Il y a la personne elle-même, soit en situation de handicap ou d'autres handicaps. Il y a l'entreprise. Est-ce que vous pensez que l'ergothérapeute, oui, il y a un rôle à jouer avec la personne elle-même, mais on sait que l'entreprise a un but lucratif, donc il cherche toujours le rendement. Donc, si cette personne-là ne constitue pas un atout à l'entreprise, pourquoi, je pose la question comme ça, pourquoi l'entreprise va recruter une personne juste pour la charité ou bien pour le bien, vous voyez? Oui, Donc, je vois. oui, donc ici, il y a le problème de la formation des personnes, la qualité de formation ou bien le minimum possible pour ces personnes-là. La deuxième chose, c'est que l'entreprise, lorsqu'il cherche un rendement ou bien lorsqu'il cherche un profil qui est détaillé et qui a besoin ou bien qu'il a besoin de ce profil-là, est-ce que vous pensez que l'ergothérapeute a un rôle à jouer avec l'entreprise? Vous voyez, donc pour Oui, garder le profil ou bien le rendement de l'entreprise, et en plus, arriver à un accord entre la personne et l'entreprise elle-même. oui. Merci. Je crois que la première des choses, c'est déjà d'expliquer que la personne, elle a une déficience, mais qu'elle n'est pas handicapée. C'est-à-dire de déplacer le regard. C'est toujours, en tant qu'ergothérapeute, on va parler de situation de handicap. Mais à la limite, vous voyez, moi, par exemple, je suis 1,60 m. Si on me met sur un poste de travail où il faut que je lève les bras pour aller atteindre une étagère qui est à 2 mètres, je vais être en Vous êtes en situation de situation de handicap. handicap. D'accord? Si on me met un tabouret, je ne le serai plus. C'est-à-dire qu'il faut déplacer complètement le regard. Et là où a un ergothérapeute, le rôle de l'ergothérapeute, pardon, c'est justement de casser cette vision du handicap. C'est de dire, ben voilà, il a des capacités dans tel domaine, et c'est un petit peu plus difficile dans tel domaine, mais voilà, mais on a tous, finalement, quand on réfléchit par rapport à notre propre situation, on peut tous être confrontés à un moment donné à une situation de handicap. Si vous changez de poste du jour au lendemain, eh ben, pendant un certain temps, en tout cas, et si personne ne vous apprend, vous allez être en situation de handicap. Moi, je viens de prendre un nouveau poste, un poste d'encadrement, où il faut que je gère plein de choses par des logiciels, entre autres tout ce qui est RH, ressources humaines, congés, par des logiciels. Je vous assure que la première journée, j'étais en situation de handicap parce que je ne savais absolument pas sur quel bouton il fallait appuyer, comment gérer tous les codes et tout ça. Après, on m'a formée. Donc, une fois que j'ai été formée, j'étais plus en situation de handicap. Donc, il faut surtout, là où, à mon avis, l'ergothérapeute a un énorme rôle à jouer au niveau des entreprises, c'est de faire de la formation et de déplacer complètement la vision qu'ils peuvent avoir des personnes déficientes. C'est-à-dire que ce n'est pas un handicapé, c'est une personne en tant que telle qui peut avoir effectivement des difficultés pour telle ou telle tâche, mais qui va être tout à fait performant pour telle ou telle tâche. Il suffit finalement de mettre en place l'environnement qui va lui permettre d'exprimer toutes ses possibilités. Voilà. Oui. Oui, pour rebondir sur ça, je suis tout à fait d'accord avec Isabelle, c'est que la déficience ne veut pas dire situation de handicap. Donc, parce que nous avons
à la fois l'individu, mais nous avons aussi l'environnement, facilitateur, obstacle. Donc, c'est le croisement entre ces deux volets qui nous dit si la personne est en situation de handicap ou pas. Et l'ergothérapeute, son rôle, c'est de relever ces difficultés-là. Moi, je vais plutôt répondre à la première question, un peu plus contextuelle, qui est sur, par exemple, par rapport à ma modeste expérience, ces 3 ans avec laquelle on a travaillé avec des entreprises, principalement des grandes entreprises, donc principalement des grandes, parce que notre porte d'entrée, pour être tout à fait honnête, c'est la RSE. On essaie de montrer à l'entreprise que voilà, de par sa politique diversité, le fait d'avoir de plus différentes diversités, ça ne sera que bénéfique pour l'entreprise et pour sa rentabilité. Donc ça, c'est notre porte d'entrée. Mais après, l'entreprise, je peux vous le garantir, si Youssef, c'est que la personne soit en situation de handicap ou pas, il faut qu'il ait la compétence. Pour elle, la compétence, c'est indiscutable. Donc, aucune entreprise avec nous a dit, ah, vous me ramenez un, je vais le placer ici. Juste. Il y a toujours cette rationalité économique et de dire que même si elle a cette porte d'entrée qui est la RSE, mais avant tout, si cette personne n'a pas la compétence, elle ne va pas intégrer son poste. Donc, déjà, trouver les compétences et après, on voit les possibilités en termes d'aménagement de poste par rapport à tel ou tel poste. Voilà pour répondre à ta question rapidement. Merci, Monsieur Monsef. Ce que je veux ajouter, que d'après je vais vous raconter un true story. Mhm. J'ai fait un stage en psychiatrie dans notre cursus. J'ai trouvé que une personne a un problème de dépression. Il a une maladie, il a une dépression. Psychologique. Oui, on peut dire oui, psychique, mais le problème, c'est qu'il a perdu son travail. Vous voyez? Donc, c'est Mhm. à cause de la dépression. Une autre, il a un bipolaire. Vous voyez donc, Mhm. est-ce que vous voyez que, oui, on parlait toujours de situations de handicap, soit physique, soit Mhm. mental, soit psychique, Mhm. mais toujours, il y a des personnes, on cherche, oui, il y a des personnes qui n'ont pas de travail, on les cherche à les inclure dans le travail et tout ça, mais il y a des personnes qui ont déjà un travail, mais à cause des problèmes psychiques, car Mhm. comme vous le savez, la dépression ou bien la bipolarité ou bien la schizophrénie n'est Mhm. pas une maladie qu'on peut dire ماشي بيدينا كناخذوا هذيك la maladie, donc Mhm. c'est une force plus que nous. Vous voyez, donc ces personnes-là, ils perdent leur travail, soit en privé, soit en public, c'est normal. Vous voyez, donc à cause de taux d'hospitalisation, à cause de il doit avoir beaucoup de temps pour le recouvrement et tout ça. Donc qu'est-ce que vous pensez pour ces personnes-là? Car ils ont déjà des compétences, ils ont déjà acquis des compétences, ils ont déjà de l'expérience, mais ils ont perdu leur travail à cause d'une maladie, surtout la maladie mentale. Ou bien lorsque Madame Isabelle a dit oui, il y a un handicap qu'on voit, il y a un handicap qui est invisible. Vous voyez? Oui. On peut ajouter tous les troubles 10, car il y a des personnes qui sont compétentes, mais ils ont des troubles 10, donc ils ont un problème à manipuler des choses, ou bien à écrire, et tout ça. Vous voyez ce que Mhm. je veux dire? Oui, oui, Merci. oui, oui, tout à fait. En fait, et tout ce que vous dites, ça montre l'importance de l'intervention de l'ergothérapeute. Parce que, voilà, vous avez parlé de certaines situations, je suis tout à fait d'accord avec vous. Un jeune avec par exemple, mais ça dépend en fait, parce qu'un jeune avec un contrat, le contrat ANAPEC, le contrat d'insertion, un truc comme ça, on peut par exemple dire que voilà, il va passer un an, après on va trouver qu'il est en situation de handicap invisible, peut-être qu'il est schizophrène, je ne sais pas, il a des problèmes psychologiques, psychiatriques, etc. Mais là, ça dépend. S'il a un contrat comme le contrat d'insertion, l'entreprise, elle pourra justifier autrement et le licencier, peut-être. Moi, je parle de la réalité, je ne parle pas de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Par contre, au niveau de la loi, normalement, j'ai parlé tout à l'heure de la loi 4 97/13, au niveau du chapitre 4, on parle du droit à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi. D'accord? Et au maintien dans l'emploi. C'est-à-dire qu'une entreprise avec un salarié normalement qui a, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans qu'il est avec l'entreprise, elle n'a pas le droit de le licencier sous justif qu'il a un handicap invisible. D'accord? Normalement, au niveau droit, normalement, c'est pas tolérable. D'accord? Par contre, il faut une intervention. Si la personne, elle peut encore travailler, parce que ça dépend. Peut-être que la personne ne pourra plus travailler, il faut le dire. Peut-être que la personne ne pourra plus travailler selon sa situation après l'intervention de la santé au travail, après ils vont au niveau de l'assurance, etc. Mais c'est possible que la personne ne peut plus travailler et là, c'est la couverture sociale. D'accord?
Mais bien sûr, ça doit être justifié et formalisé. Mais si la personne, elle peut être accompagnée, elle peut être accompagnée pour reprendre son travail et pour travailler normalement là, l'entreprise n'a pas le droit de la licencier. Donc, normalement, au niveau de la réalité, parce que je sais, vous me parlez beaucoup de la réalité, je suis tout à fait d'accord. On a ce genre de choses, ça existe, même si c'est en contradiction des fois avec la loi. Mais ça ne veut pas dire que c'est la chose à faire. D'accord? Et peut-être que l'intervention d'un ergothérapeute, ça va faire, surtout par rapport au handicap invisible, l'intervention d'un ergothérapeute, il peut régler pas mal de problèmes. Vous avez parlé tout à l'heure de dyslexie et tout ça. Peut-être que ça nécessite des aménagements qui sont raisonnables quand même. Il y a des possibilités en termes d'aménagement raisonnables. Et comme ça, l'entreprise, elle sera gagnante parce qu'elle va garder une ressource qu'elle a formée, comme l'a dit tout à l'heure Isabelle, et dont elle aura besoin par la suite, et ça ne va pas toucher sa productivité. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait une intervention professionnelle adéquate. C'est pourquoi le rôle de l'ergothérapeute il est très important dans ce sens. Oui, شكرا سي منصف لجزاك بخير. et en fait, juste pour rebondir sur ça, parce que justement, c'était un point que j'avais soulevé plus tôt, c'était plus justement cet aspect en termes professionnels de l'ergothérapeute qui est d'exposer l'individu à la réalité, au contexte naturel du travail. Donc, dans un cas comme un individu qui a une maladie plus du niveau psychique, comme une schizophrénie ou bipolarité, un des modèles ou une des approches ergothérapiques qu'on va faire, c'est l'exposition au contexte de travail naturel. Et donc, justement, d'où le fait que je me questionnais à savoir est-ce qu'au Maroc, c'était une possibilité de faire ça, surtout pour des maladies ou des situations de handicap qui sont beaucoup plus invisibles et moins facilement perceptibles aux collègues de travail. Donc, il y a tout un stigma déjà associé au diagnostic, mais il y a aussi un stigma associé à si je peux dire, à la légitimité de la condition. Donc, quand on parle d'une dépression, pourquoi est-ce qu'un individu qui est en dépression majeure n'est pas en mesure de reprendre son travail? Si on ne le vit pas et qu'on est loin de cette réalité, on peut avoir une incompréhension face aux limitations de l'individu. D'où le fait, je crois, que l'ergothérapeute, de par son implication dans le milieu même de travail, dans le milieu naturel, en entreprise ou peu importe, peut permettre de faire des campagnes de sensibilisation et donc d'avoir une approche un peu plus collective où est-ce qu'on va aller chercher, faire de l'éducation, promouvoir notre rôle, non seulement notre rôle, mais aussi les impacts de notre profession sur l'insertion professionnelle. Oui, tout à fait. En fait, par rapport au Maroc, Sophia, en fait, par rapport au compte, moi, pour vous dire la réalité, c'est qu'on a aujourd'hui cette incompréhension. Elle est très répandue dans le milieu professionnel. On a beaucoup d'incompréhension. C'est-à-dire que si la personne concernée, la personne en situation de dépression, en situation de handicap, elle n'en parle pas à ses collègues, à son entourage, etc., elle va continuer à essayer de surcompenser de par ses propres moyens, elle sera toujours en difficulté et ça va continuer ainsi. Parce qu'on a toujours peur du regard de l'autre. Et l'autre, généralement, il ne comprend pas. C'est une réalité parce que la personne ne va pas en parler et donc la personne, elle va dire que voilà, cette personne, elle est incompétente, elle ne veut pas travailler, etc. Et on aura certains biais cognitifs dans ce sens. Ça, c'est une réalité au Maroc. C'est pourquoi, voilà, ça renforce aussi le fait de dire que l'intervention d'un ergothérapeute à travers l'approche dont vous avez parlé, ça peut être très intéressant à travers l'observation dans un premier temps, puis l'intervention. Et puis aussi, il ne faut jamais oublier la sensibilisation des collègues parce que c'est très important. Une personne qui est en dépression, elle va essayer de le cacher, de ne pas le montrer, ça va ne faire qu'aggraver sa situation. Donc, à mon avis, moi, je pense que pour dire la réalité, elle est comme ça, elle est là, mais il faut la changer petit à petit. Et pour ce faire, je pense que l'intervention d'un ergothérapeute, elle est très intéressante pour ce type de cas. Mm-hmm. On retombe sur la même problématique qui est de la formation et l'information de ce que c'est. Une dépression, ça ne se voit pas et on n'en comprend pas forcément les effets. C'est que la personne, ce n'est pas qu'elle est plus compétente, mais c'est qu'elle est en incapacité d'utiliser ses compétences avec la déficience dont elle souffre. Elle reste compétente. Mais par contre, quand vous souffrez d'une dépression, d'une schizophrénie, d'une bipolarité, vous êtes dans l'incapacité d'utiliser ces compétences. Donc, c'est ça qu'il faut essayer d'expliquer au niveau de l'entreprise.
Et c'est là où, effectivement, à mon avis, l'ergothérapeute a un rôle majeur sur l'information et la formation. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi la personne ne vient pas ou elle a des difficultés si vous ne connaissez pas la pathologie. Et c'est ce que ça entraîne. Et effectivement, après, vous pouvez essayer de maintenir un petit peu la personne dans son emploi en aménageant soit le collectif, soit l'organisation, soit l'environnement architectural. Mais quelquefois, malheureusement, vous aurez beau avoir toutes les actions possibles et inimaginables, la personne restera dans l'impossibilité de tenir son poste aussi. Merci beaucoup pour tous les enjeux, les recommandations et les problématiques que nous avons soulevées. C'était vraiment un webinaire très riche, une formation riche par le contexte que M. Monsef nous a mis, la réalité, par tout ce qu'on a pu savoir par rapport à la théorie, à l'ergothérapie et à l'insertion professionnelle avec Mme Isabelle et Siam aussi. Je vous remercie vivement d'être parmi nous. Je suis contente de vous revoir une autre fois, Madame Isabelle. Je vous remercie et on se donne rendez-vous la formation prochaine. Avant de finir, j'aimerais beaucoup remercier Handicap International et surtout spécifiquement Madame Esther qui a permis à Ergo, à l'équipe Ergo de collaborer dans cette formation. Et j'aimerais beaucoup remercier toute l'équipe Ergo qui travaille là-dessus. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, à très bientôt. Merci pour Au l'invitation. revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.